Trump sait qu'il a perdu. Il implore d'autres pays de sauver les États-Unis. Il y a des moments où la réalité d'une défaite se lit non pas dans les communiqués officiels, non pas dans les bilans de pertes, non pas même dans les images de destruction, mais dans la structure grammaticale d'un message publié en majuscule sur un réseau social. Le vendredi 13 mars 2026, Donald Trump a publié sur Truth Social un texte qui restera, pour les historiens de cette guerre, comme le document le plus révélateur de l'état psychologique et stratégique d'une superpuissance qui vient de se rendre compte qu'elle est coincée. Il y écrit, en substance, que de nombreux pays touchés par la fermeture du détroit d'Ormuz enverront des navires de guerre aux côtés des États-Unis pour garder le détroit ouvert. Puis, quelques lignes plus loin, il ajoute qu'il espère que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront leurs bateaux. Enverront, espère, dans la même publication. La différence entre ces deux verbes représente l'écart entre ce que Trump voulait annoncer et ce qu'il était capable d'annoncer. Et cet écart dit tout. Salut à tous, je réponds au nom d'Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour aider notre chaîne à grandir. Merci de l'avoir fait, on continue. Trita Parsi, vice-président exécutif du Quincy Institute for Responsible Statecraft, l'a formulé avec la précision d'un chirurgien dans une analyse publiée dans les heures qui ont suivi. Chaque phrase de ce message contredit la suivante. C'est, a-t-il dit, les mots d'un homme qui a été défait et qui le sait. Ce jugement n'est pas celui d'un adversaire de l'Amérique. Parsi dirige l'un des instituts de politique étrangère les plus respectés aux États-Unis, une organisation dont la vocation est précisément d'éviter les aventurismes militaires américains, coûteux et sans stratégie de sortie. Et quand un observateur de cette qualité, à Washington, parle de phase de désespoir pour décrire l'état de la politique étrangère américaine au 15e jour d'une guerre planifiée pour durer 72 heures, c'est que quelque chose s'est fondamentalement déréglé dans les salles de situation de la Maison-Blanche. Pour comprendre l'ampleur de ce dérèglement, il faut revenir sur ce que Trump annonçait en même temps qu'il implorait la Chine d'envoyer ses navires. Dans le même post qui contenait cet appel humiliant, Trump déclarait avoir détruit 100% des capacités militaires iraniennes. 100%. Anéantis, décapités, vaincus. Et pourtant, dans la phrase suivante, il reconnaissait que l'Iran pouvait encore envoyer un drone ou deux, poser une mine, tirer un missile à courte portée le long du détroit. Un pays dont les capacités militaires ont été détruites à 100% ne peut pas envoyer des drones. Un pays véritablement anéanti n'est pas en mesure de contrôler qui entre et qui sort du passage maritime le plus important de la planète. Ces deux affirmations ne peuvent pas coexister dans la même réalité. Trump ne les a pourtant pas hésité à les mettre l'une après l'autre dans le même paragraphe parce qu'il n'a pas d'autre option. Il n'a plus le choix entre la vérité et le mensonge. Il ne peut que mélanger les deux en espérant que la profusion de majuscules empêche quiconque de lire attentivement. La réalité que ces majuscules tentent de dissimuler est celle que le Wall Street Journal, avec ses sources militaires internes, a commencé à documenter publiquement. Le général Dan Kane, chef d'état-major des armées américaines, avait averti Trump avant le début de la guerre que frapper l'Iran déclencherait la fermeture du détroit d'Ormuz. Il lui avait décrit, lors de plusieurs briefings, la doctrine iranienne précise, mines, drones, missiles à courte portée, contrôle total du trafic maritime depuis les deux rives du détroit. Trump avait entendu ces mises en garde, il avait reconnu le risque, et il avait choisi d'ignorer ses propres généraux en pariant sur deux hypothèses qui se sont avérées toutes les deux erronées. La première, que l'Iran capitulerait avant de pouvoir mettre ses menaces à exécution. La seconde, que si l'Iran essayait quand même de fermer le détroit, l'armée américaine pourrait le rouvrir rapidement. 2 semaines plus tard, Ormuz est fermé, les pétroliers ne passent plus, et Trump implore la Chine de venir l'aider. Ce qui est particulièrement dévastateur dans les fuites du Wall Street Journal, c'est qu'elles ne viennent pas de l'opposition démocrate, pas de journalistes hostiles à l'administration, pas de sources iraniennes. Elles viennent de l'intérieur même de l'appareil militaire américain, de gens en uniforme qui ont regardé cette guerre se dérouler depuis les salles de commandement et qui font sortir l'information parce qu'ils veulent que le monde sache qu'ils avaient prévenu. C'est le signal le plus clair qui soit que les militaires professionnels américains considèrent ce conflit comme une catastrophe en cours et qu'ils préparent, avec cette prudence institutionnelle caractéristique, la version de l'histoire dans laquelle ils pourront dire « nous avions dit non ».
La fuite, dans le langage de Washington, est une forme de témoignage. Et ce témoignage dit que Trump a mené les États-Unis dans une guerre perdue contre l'avis de ses propres chefs militaires. Parsi ajoute une nuance qui enrichit considérablement cette analyse. Les Israéliens, selon lui, et les sources qu'il cite incluent des personnes au sein ou à la périphérie du gouvernement américain, ce sont les responsables israéliens qui ont constamment murmuré à l'oreille de Trump que l'Iran était au plus faible de son histoire, qu'il capitulerait immédiatement, qu'il n'avait d'autre option que de s'effondrer. Ce message avait été martelé pendant des mois dans les cercles pro-israéliens de Washington, dans les médias favorables à Netanyahou, dans les conversations privées avec l'administration Trump. L'Iran est à son point le plus bas. Il faut frapper maintenant. C'est la fenêtre. Et Trump, qui cherchait la validité de ses généraux mais recevait à la place la certitude de ses alliés israéliens, a choisi de croire ceux qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Il a ignoré Dan Kane. Il a écouté Tel Aviv. Et ici, au 15e jour, il demande à Pékin d'envoyer ses porte-avions. Ce portrait de la prise de décision américaine explique aussi ce qu'on observe du côté saoudien, une histoire dans laquelle la mécanique interne de la monarchie pétrolière révèle toute son opacité. Le ministère des Affaires étrangères saoudien avait, semble-t-il, activement lobbyé contre cette guerre. Les diplomates professionnels du royaume savaient ce qu'une déstabilisation du Golfe signifiait pour les revenus saoudiens, pour la stabilité régionale, pour les relations laborieusement construites avec Riyad. Mais Mohammed bin Salman, au-dessus de son propre gouvernement comme Trump est au-dessus du sien, aurait lui-même poussé en faveur du conflit, sans en informer ses propres ministres. Et le résultat de cette convergence de deux hommes forts qui agissent sans consulter leurs institutions respectives, c'est une guerre dont les conséquences tombent en premier sur les populations qu'ils prétendent protéger. L'Iran a frappé des bases saoudiennes. Des avions ravitailleurs américains basés sur le sol saoudien, 7 d'entre eux selon certaines estimations, ont été détruits. L'image satellite des avions de combat israéliens se posant sur des aérodromes saoudiens en plein conflit a documenté ce que Riyad avait officiellement nié. Une implication logistique dans une guerre contre un voisin avec lequel les Saoudiens avaient signé des accords de normalisation il y a moins de 2 ans. L'Iran, de son côté, a compris cette géographie de la complicité et la frappe en conséquence. Ces missiles et ces drones ne distinguent pas les bases saoudiennes selon qu'elles ont été utilisées activement ou simplement mises à disposition. Elles font partie de la machine de guerre. Et en les ciblant, l'Iran ne punit pas seulement Riyad. Il envoie un message aux autres capitales du Golfe sur le prix de la collaboration avec Washington. Ce message commence à être entendu. Les Émirats arabes unis, qui ont été relativement épargnés par rapport au Koweït et à Bahreïn, voient maintenant les avertissements iraniens se diriger vers leur population civile. L'agence de presse iranienne a demandé aux ressortissants des pays du Golfe, notamment aux Émirats, de prendre leurs précautions. C'est une forme de communication géopolitique particulièrement sophistiquée. On ne frappe pas encore, mais on annonce qu'on en a la capacité et la volonté. Et cette annonce suffit à créer l'inquiétude que les frappes elles-mêmes produiraient. Les effets sur les économies asiatiques sont déjà visibles et constituent l'un des arguments les plus puissants de la stratégie iranienne, celui qu'aucune bombe ne peut contrecarrer. L'Inde n'a que 25 jours de réserve pétrolière. La semaine précédente, certains États indiens avaient déjà commencé à réduire le nombre de jours d'ouverture des écoles et des administrations pour économiser du carburant. Les marchés asiatiques encaissent des pertes qui ne seront pas sans répercussions sur l'économie américaine, toujours plus interconnectée avec l'Asie qu'elle ne veut bien l'admettre. L'économiste Amir Hamjani du Quincy Institute a utilisé un mot que beaucoup d'analystes évitaient encore. La contraction, pas le ralentissement, pas la correction. La contraction globale avec une projection de moins 3% de PIB mondial si la guerre se poursuit. Moins 3% de PIB mondial, c'est la définition d'une récession planétaire. C'est la grande dépression économique que la fermeture d'Ormuz rend possible si rien ne change dans les prochaines semaines. Et c'est précisément ce risque systémique qui explique le comportement diplomatique le plus humiliant de Trump depuis le début de cette guerre. La demande implicite faite à des pays qui n'ont pas participé au conflit, voire qui l'ont condamné, de venir réparer les dégâts qu'il a lui-même causés. La Chine n'a pas de raison d'aider les États-Unis à rouvrir un détroit que Trump a lui-même contribué à fermer par une guerre de choix. Le Japon, la France, la Corée du Sud, ces pays ont tous condamné ou exprimé leurs réserves sur l'opération Epic Fury. Ils n'ont aucune obligation de sauver Trump de lui-même. Et pourtant, c'est exactement ce que le message Truth Social du 13 mars leur demande de faire. Espérons que ces pays enverront des bateaux. Cette phrase, dans la bouche du commandant en chef de la première armée du monde, constitue un aveu de faiblesse dont l'écho va se répercuter longtemps dans les chancelleries du monde.
Ce qui rend la situation encore plus complexe, et c'est peut-être l'élément le plus ironique de toute cette séquence géopolitique, c'est que ce sont désormais l'Inde, la France et l'Italie qui négocient directement avec Téhéran le passage libre de leurs navires dans le détroit. Pas avec Washington, avec Téhéran. Ces pays n'ont pas appelé le département d'État américain pour demander une escorte militaire. Ils n'ont pas consulté CENTCOM pour obtenir une solution de sécurité maritime. Ils ont envoyé leurs propres canaux diplomatiques vers l'Iran pour lui demander, au nom de leur propre intérêt économique national, l'autorisation de faire passer leurs pétroliers. L'Iran est en train de devenir le guichet obligatoire du commerce énergétique mondial. Et c'est le président du Quincy Institute qui l'énonce avec une clarté sans appel. Pour la première fois depuis très longtemps, l'Iran a du levier. Un levier réel. Un levier concret. Et il ne s'en défera pas facilement ni à bon marché. L'Iran a même poussé la sophistication économique de sa stratégie un cran plus loin en annonçant que les échanges commerciaux autorisés dans le détroit seraient libellés non pas en dollars américains, mais en yuan chinois. Ce n'est pas simplement un geste symbolique de défi à la domination du dollar. C'est une invitation adressée à la Chine, au moment précis où Trump lui demande de venir l'aider à rouvrir le détroit, à participer à un système de commerce énergétique qui contourne l'architecture financière américaine. La Chine est placée face à un choix stratégique d'une clarté remarquable. Soit elle répond à l'appel de Trump et envoie des navires pour aider à rouvrir un détroit que son commerce utilise au détriment de son propre intérêt à voir le dollar affaibli, soit elle continue à négocier directement avec l'Iran, reçoit du pétrole en yuans et observe Trump se débattre. Le choix de Pékin ne semble pas difficile à deviner. La proposition qui commence à circuler dans les cercles économiques et diplomatiques, évoquée dans un article d'opinion mentionné par Parsi et dont les prémices commencent à filtrer dans les médias financiers, est celle d'un règlement à $1 trillion. $1 trillion. Dans ce scénario, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, sous pression économique directe et désireux de sortir d'une guerre dont ils n'ont pas voulu, paieraient l'essentiel de la facture des réparations iraniennes. En échange, l'Iran ouvrirait le détroit et accepterait un cessez-le-feu. Cette proposition est extraordinaire parce qu'elle dit en creux que la guerre déclenchée par Washington se terminera en réalité par un transfert massif de richesses des pays du Golfe vers l'Iran, sous la supervision d'une communauté internationale qui aura constaté que les États-Unis n'étaient ni capables de gagner militairement, ni en mesure de gérer les conséquences économiques de leur propre offensive. C'est l'Arabie Saoudite qui paiera pour la guerre de Netanyahou et c'est l'Iran qui encaissera. David Sachs, le tsar des crypto-monnaies de la Maison-Blanche et co-animateur du podcast All In, a fait quelque chose d'inhabituel dans ce contexte saturé de triomphalisme officiel. Il a mis en garde publiquement contre ce qu'il a décrit comme une situation potentiellement catastrophique. Il a reconnu que l'Iran avait la capacité de détruire les économies des pays du Golfe. Il a reconnu qu'avec le temps, les défenses israéliennes s'épuiseraient. Et il a fait extraordinaire pour un membre de l'administration américaine évoquer la possibilité qu'Israël utilise l'arme nucléaire. Cette simple évocation, par un fonctionnaire américain, de l'existence du programme nucléaire israélien et de la probabilité de son utilisation dans ce conflit est une rupture avec des décennies de politique américaine consistant à ne pas reconnaître publiquement ce que tout le monde sait. Si David Sachs a franchi cette ligne, c'est parce que la situation à l'intérieur de l'administration est suffisamment grave pour que des voix qui n'ont pas de carrière politique longue à protéger commencent à dire ce que les autres pensent en privé. Parsi confirme que des gens autour du gouvernement partagent cette inquiétude nucléaire, y compris la possibilité d'une utilisation américaine, même s'ils la considèrent moins probable que celle d'Israël. Ce qui ressort de l'analyse de cette situation n'est pas simplement un bilan militaire ou économique. C'est le portrait d'un système décisionnel américain qui s'est effondré sous le poids de sa propre arrogance. Trump a ignoré ses généraux, il a ignoré ses diplomates, il a suivi les Israéliens qui lui répétaient que l'Iran était à son point le plus bas, il a suivi NBS qui lui chuchotait que la région était prête, et il s'est retrouvé dans ce que Parsi appelle, avec une ironie mesurée, la mère de toutes les situations perdantes. Un homme qui avait construit sa réputation politique sur sa capacité à gagner, à négocier depuis une position de force, à plier ses adversaires par la pression maximale, se retrouve au 15e jour d'une guerre à demander à la Chine de venir l'aider à sortir du détroit dans lequel il s'est lui-même enfermé. L'Iran, lui, n'a jamais voulu cette guerre. Et c'est peut-être la dimension la plus cruelle pour Washington dans le bilan de ces 15 jours. Téhéran avait proposé des discussions. Il avait accepté des concessions dans les rondes de négociations précédentes, des concessions qui ne lui avaient rien apporté. Il avait envoyé des signaux diplomatiques qui avaient été ignorés.
Et face à cette impasse, Trump avait choisi la bombe. L'Iran est maintenant en guerre. Il a perdu plus de 1200 civils. Ses infrastructures urbaines, ses musées, ses hôpitaux souffrent. Mais il contrôle le détroit. Il fixe ses conditions. Il négocie avec l'Inde et la France par-dessus la tête de Washington. Et il regarde la coalition que Trump espérait construire contre lui se réduire à un message en majuscule sur Truth Social qui supplie la Chine de venir à la rescousse. Mojtaba Khamenei, dans son premier discours public, a prononcé des mots simples et directs que ses adversaires feraient bien de lire, non pas comme une rhétorique révolutionnaire, mais comme une feuille de route stratégique. L'Iran ne cédera pas. Il exigera des réparations, il exigera des garanties, il exigera la reconnaissance de ses droits. Ces conditions ne sont pas des ouvertures diplomatiques, au sens ordinaire du terme, ce sont les clauses d'un accord de paix imposé par la partie qui a le levier. Et quand Parsi conclut que cette guerre ne se terminera pas sans concessions américaines et que certaines d'entre elles, comme les réparations, seront inacceptables pour Washington, mais que d'autres, comme l'allègement des sanctions, pourraient finalement être accordées, il dessine en réalité la trajectoire d'une défaite négociée que Trump n'ose pas encore appeler par son nom. L'histoire de cette guerre, telle qu'elle s'écrit depuis le 28 février, est celle d'une nation qui a cru qu'un bombardement massif pouvait remplacer une stratégie, qui a confondu la puissance de feu avec le pouvoir politique, qui a pensé que détruire des bâtiments suffisait à détruire une volonté collective, et qui découvre, au 15e jour, en demandant à ses rivaux et à ses alliés récalcitrants de venir partager le fardeau d'une guerre qu'elle a seule décidée, que la force militaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité peut se retrouver coincée dans un détroit de 20 km de large par un pays sous sanction depuis 45 ans. Ce n'est pas la victoire que Trump avait promise à ses soldats. Ce n'est pas la victoire que l'Amérique attendait. Et la prochaine semaine, avec ses frappes très fortes annoncées, avec ses Marines sur l'USS Tripoli qui convergent vers un théâtre d'opération sans mission clairement défini, va soit confirmer cette trajectoire de sortie désordonnée, soit aggraver une situation que David Sachs, lui-même, depuis l'intérieur de la Maison-Blanche, a qualifiée de potentiellement catastrophique. Quand un fonctionnaire américain emploie le mot catastrophique, c'est une invite à la méditation. Analyse rédigée le 14 mars 2026, source Quincy Institute, Dr Trita Parsi, analyse directe, Wall Street Journal, fuite militaire sur les briefings de Kane à Trump, Radio-Canada, AFP, Trump Truth Social Karg et Hormuz, Le Temps, Boursorama, Mojtaba Khamenei, Larijani, RTS, déclaration Kane sur la complexité tactique, Breaking Points, Wikipédia FR, Guerre d'Iran 2026, Les Affaires, AFP, Galibaf, Doha, 700-600 frappes Israël. La mécanique interne de l'administration Trump face à cette guerre mérite un dernier arrêt analytique parce qu'elle révèle quelque chose d'important sur la façon dont les grandes décisions désastreuses se prennent dans les démocraties modernes. Ceux qui voulaient ralentir le calendrier, dire à Trump que cette guerre nécessitait une préparation bien plus massive que ce qui était planifié, n'ont pas dit non directement. Ils ont utilisé la tactique classique des militaires professionnels confrontés à des politiques impatients. Ils ont grossi la liste des prérequis. Vous voulez faire cette guerre ? Il vous faut 2 porte-avions supplémentaires. Il vous faut plusieurs semaines de montée en puissance. Il vous faut 100 fois plus de ceci, 10 fois plus de cela. Cette stratégie du gonflage des exigences est une façon institutionnellement correcte de dire « nous pensons que c'est une mauvaise idée » sans jamais prononcer ces mots. Mais cette stratégie avait une limite fatale. Trump n'a pas tenu compte de la liste des prérequis. Il a regardé le calendrier, a décidé que le 28 février était le bon moment pour frapper et a lancé la guerre avec les forces disponibles. Et ceux qui avaient gonflé les exigences pour décourager se sont retrouvés avec une guerre pour laquelle leurs exigences n'avaient pas été satisfaites. J.D. Vance est dans ce dossier une figure ambiguë. Des fuites successives ont d'abord présenté le vice-président comme un partisan d'une attaque plus massive, puis comme un opposant discret cherchant à ralentir le processus. La contradiction n'est peut-être qu'apparente. Vance, selon Parsi, a peut-être utilisé exactement la tactique des exigences gonflées. Demander plus de troupes, plus d'actifs, plus de préparation, non pas pour amplifier la guerre, mais pour en repousser le déclenchement jusqu'à ce que l'idée s'épuise d'elle-même. Cela n'a pas fonctionné. Trump a déclenché la guerre. Et Vance, comme le reste de l'administration, navigue maintenant dans les eaux d'un conflit dont personne ne connaît la porte de sortie. La sortie existe pourtant, et Parsi la dessine avec soin. Les États-Unis mettent fin aux frappes, annoncent une forme de victoire rhétorique en pointant les dégradations effectivement causées à l'arsenal militaire iranien pendant 2 semaines, entrent dans une négociation indirecte avec Téhéran et finissent par accepter des concessions que l'Iran n'obtenait pas quand il négociait depuis la faiblesse. Allègement de sanctions, reconnaissance implicite des droits iraniens,
garanties internationales contre de futures agressions. Et selon le scénario le plus radical qui commence à circuler dans les milieux financiers, une contribution massive des pays du Golfe, jusqu'à $1 trillion, versée à l'Iran en compensation des destructions subies pour acheter le droit à la réouverture du détroit et au retour de la stabilité économique régionale. L'Arabie Saoudite et les Émirats, qui ont passé la décennie à construire leur modernisation économique sur la stabilité du Golfe, sont peut-être prêts à payer ce prix pour retrouver un environnement dans lequel leurs projets Vision 2030 ont du sens. Ce serait, si cela se confirme, l'épilogue le plus ironique d'une guerre lancée au nom de la puissance américaine. 2 semaines pour bombarder l'Iran, puis une facture de 1 000 milliards de dollars payée par les alliés arabes de Washington pour réparer les dégâts. Et un Iran sorti du conflit avec de l'argent, du levier, de la reconnaissance diplomatique et la conviction confirmée que la résistance paie mieux que la capitulation. Ce n'est pas la fin de l'histoire que Trump avait prévue le 28 février quand il lisait son discours de victoire dans la vidéo de 8 minutes diffusée sur toutes les chaînes américaines. Mais c'est peut-être la fin que l'histoire était en train d'écrire depuis le début, indépendamment de ses majuscules et de ses points d'exclamation.